Bonjour. Je suis Dominique Daigneault du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN. Et pour nous aussi, comme les gens qui m'ont précédé l'ont très bien démontré, pour nous c'était essentiel d'être ici parce que, comme Michel Asselin l'a bien démontré, les tractations qui se déroulent derrière les portes closes des pays du G7 sont tout sauf démocratiques. Et d'ailleurs, le délire de mesures sécuritaires qui a été mis en place présentement témoigne de cette volonté d'éloigner la voix de la société civile. Et nous, de notre côté, nous avons le devoir de la porter, cette voix-là. Et donc, ce que l'on dénonce, c'est que derrière les phrases creuses, derrière le peu d'éclairage qui est mis sur les enjeux, on trame des plans parmi les membres du G7 qui vont dans le sens des intérêts des plus riches de la population. Et nous dénonçons que les politiques adoptées par ces pays-là, vont à l'encontre des objectifs de redistribution de la richesse, de réduction des inégalités sociales et de protection de l'environnement. Et d'ailleurs, la plupart des pays du G7 ont adopté des politiques d'austérité qui ont sabré dans les services publics et les programmes sociaux, qui sont pourtant des vecteurs de redistribution de la richesse et de réduction des inégalités sociales. Et ce, même si on habite dans les pays qui sont parmi les plus riches de la planète. Alors, malgré le fait que l'on soit dans des pays qui sont parmi les plus riches de la planète, nos gouvernements sabrent dans les services publics et les privatisent. Et lors du Forum social mondial qui s'est tenu à Montréal, il y a eu une rencontre justement de plusieurs organisations qui travaillent dans le secteur des services publics et qui faisaient exactement le même constat. Et donc que nos gouvernements ont sabré allègrement dans les services publics, prétendant qu'ils n'ont pas les moyens d'y investir. Alors qu'on le sait, ici, c'est totalement faux. C'est la même rhétorique qui a été utilisée par le gouvernement Couillard pour justifier ses politiques d'austérité. Et on se retrouve à l'heure actuelle avec un surplus budgétaire record. Alors, on repassera pour le manque d'argent. L'autre élément aussi, quand on prétend que l'on manque d'argent pour réinvestir dans les services publics et les programmes sociaux, c'est que l'on fait abstraction de la présence de paradis fiscaux qui, sur la planète, permettent aux plus riches de la société, aux plus riches de l'univers, aux plus riches de la société, de mettre à l'abri des impôts des milliers de milliards de dollars. Est-ce pas rien? Imaginez tout ce que l'on pourrait faire avec cet argent. Combien on pourrait réinvestir dans les programmes sociaux, dans les services publics pour répondre aux besoins de la population. Parce que oui, les services publics, les programmes sociaux sont essentiels. Ils ne sont pas que des chiffres dans une colonne de dépenses. Ils répondent à des besoins fondamentaux pour les plus démunis de notre société, mais aussi pour l'ensemble de la population. Alors, que faire? D'abord, dénoncer ces mensonges. Dénoncer le fait que quand on nous dit qu'on n'a pas les moyens d'investir, que ce sont des propos mensongers. On a les moyens, nous vivons, comme je le disais tout à l'heure, dans des sociétés riches et nous devons lutter sans relâche pour l'amélioration des services publics, tant dans la santé, les services sociaux que l'éducation, le transport, etc. Bref, pour que la population dans son ensemble puisse bénéficier d'une réponse à ses besoins les plus fondamentaux. Deuxièmement, on doit mondialiser nos solidarités sur tous les plans. Alors, Michel Asselin en a parlé. J'apporterai aussi un angle syndical à cette mondialisation des solidarités. Parce que l'économie capitaliste a été mondialisée et a permis de rompre des liens de solidarité entre les travailleuses et les travailleurs en atomisant le marché du travail. Et on doit riposter, nous, en mondialisant nos solidarités et en développant des stratégies en ce sens. Par exemple, lorsque des syndicats d'une transnationale vivent un conflit de travail, que les syndicats qui sont
partout sur la planète et qui représentent des gens qui sont membres de cette industrie puissent développer des liens de solidarité pour qu'on riposte face à la mondialisation de l'économie capitaliste par une mondialisation de nos solidarités. Et aussi développer des luttes offensives pour que les travailleuses et les travailleurs les plus précaires puissent se solidariser. Et une des luttes qui est fort inspirante à cet égard-là, c'est la lutte pour augmenter le salaire minimum à 15 $ qui se mène partout en Amérique du Nord. En luttant pour augmenter le salaire minimum à 15 $, ça envoie un message clair à l'effet que nous prenons parti pour les gens les plus pauvres et ça politise nos luttes parce que ça tranche avec la logique capitaliste qui place toujours en premier plan la supposée santé du marché. On place donc, nous, au premier temps, la nécessité des travailleuses et des travailleurs et le droit de travailler dans la dignité à un salaire décent. Ça permet aussi de reconnaître la valeur du travail de ceux et celles sans qui la production de biens ou de services est impossible. Alors donc, ça permet également de mettre en lumière l'intersection de cette lutte avec d'autres réalités d'oppression et de marginalisation. Et ça permet également de déjouer la logique capitaliste qui, au nom de la productivité et de la compétitivité, met les travailleuses et les travailleurs en porte-à-faux les uns envers les autres. Alors que nous devrions, au contraire, nous solidariser au-delà de ces mensonges du capitalisme, au-delà de ces mensonges qui lui permettent de survivre et au-delà de ces mensonges qui permettent notre exploitation à toutes et à tous. Alors, c'est avec quelques-unes de ces solutions, notamment par la solidarité au plan local, au plan international, bref, à travers toutes nos solidarités, que nous réussirons à renverser cet ordre qui nous affame et nous exploite pour une société plus juste et équitable.